On est au deuxième Pérec, la deuxième Mishnah donc du deuxième Pérec. Chametz shel Nochi, le Chametz d'un non-juif, chez Avar Alav à Pessah, sur lequel Pessah est passé, c'est-à-dire le Chametz d'un non-juif qui a été, euh, qui a été possédé durant Pessah, qui a été possédé pendant Pessah par le non-juif, puisque ça appartient au non-juif. Moutar Bahana'a, il est permis au profit. Alors, il est permis au profit d'un juif, évidemment. En réalité, il est même permis à la consommation, pas que à un profit, pas qu'à la hana'a. Seulement par rapport à la suite de la Mishnah, pour que ce soit symétrique, vous allez voir, le début de la Mishnah a retenu le terme hana'a, que ce chametz, qui aurait donc été dans la propriété du goy durant Pessah, une fois Pessah passé, ça ne pose pas de problème d'en profiter, de le consommer. Euh, Puisqu'il n'était pas dans la propriété, il n'était pas dans la propriété du juif. Véchel Israël, par contre, celui du Israël, celui du juif, donc le chametz d'un Israël sur lequel Pessah est passé, qui est resté dans la possession du juif durant Pessah. Même quand je dis rester dans la possession du juif pendant Pessah, c'est pas très juste au regard de ce que Chazal considère. Vous vous rappelez vous rappelez la Mishnah, la Gemara qu'on avait vue dans, c'est une Gemara qui est dans Baba Kama, qui est dans Psachim, Shnei Dvarim, Enam Birshuto Shel Adam, il y a deux choses qui ne sont pas dans la possession, la propriété de l'individu, mais la Torah les a considérés uniquement pour te rendre chayav, comme s'ils étaient dans ta propre, dans ta possession. Quelles sont ces deux choses-là? Chametz à Pessah, d'accord, que dès le moment où l'interdiction de posséder du Chametz s'applique, ben, tu ne peux plus être considéré comme propriétaire de ce Chametz, puisque la Torah te l'interdit, donc comme si la Torah te retire ton droit de propriété sur ce Chametz, mais tu n'en es pas moins responsable et coupable, ok, contrairement au... deuxième chose non, qui n'appartient pas et qui a été considérée par la Torah, par Ramim, comme étant, pas par la Torah, mais comme étant de la responsabilité donc, sur laquelle on est chayav, je vous ai énormément aidé en vous disant que c'est dans Psachim et dans Baba Kama. Dans Baba Kama. Le bord, le bord, le bord. Le bord, c'est le trou, le trou, le puits, c'est l'obstacle, d'accord? Un des avot mezikin. Bon, on avance, on continue. Donc, Véchal Israël et le Hametz du Israël, qui aurait été en la possession du juif durant Pessah, à Sour Bahana'a, il est interdit celui-là à la Hana'a, à tout profit. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ça. C'est que même le profit est interdit. C'est pas simplement la consommation qui est interdite. C'est même en tirer un autre profit, un peu plus lointain que la consommation. Chez Neymar, selon ce qu'il dit dans la Torah, Velo yerei lecha seor, et ne sera pas vu lecha à toi, seor du levain, c'est-à-dire tu as transgressé l'interdiction euh, dont parle la Torah de garder l'écha à toi, en ta possession, tout chametz et seor, tout chametz et le vin. Voilà, ça c'est l'explication de la Mishnah d'après la conclusion de la Gemara. Mishnah suivante. Nochi shehilva et Israël al chametzo, un nochi, un non-juif, qui a prêté de l'argent à un juif avant Pessah, al chametzo sur son chametz, c'est-à-dire exactement. Le juif, il a laissé en gage son chametz au non-juif. Et ce qui a été, ce sur quoi ils se sont mis d'accord, c'est que en cas de non-paiement de ce juif qui a emprunté donc au non-juif, le gage, donc le chametz, il serait avec effet rétroactif propriété du non-juif dès le moment où le juif il a donc contracté cet emprunt, il a emprunté cet argent et qui lui a déposé ce chametz en gage. Donc, ce non-juif va prêter à un juif, al-chametzo, en prenant le chametz comme gage, comme mashkon. Achar Pessah, mutar bahana'a. Après Pessah, ce chametz-là, il sera permis à la hana'a au profit pour le juif. De quoi parle-t-on? Si l'échéance est arrivée et que le juif n'a pas remboursé, donc comme on l'a dit, il s'avère que ce chametz était en réalité propriété du non-juif depuis le moment où il lui avait été déposé pour faire office de gage, avec effet rétroactif.
Donc il s'avère finalement que ce Hametz durant Pessah n'appartenait pas aux Juifs, il appartenait aux non-Juifs. Ok. Et le Hametz qui a été possédé par un non-Juif, il pose pas de problème quant à la possibilité d'en profiter après Pessah, comme on l'a vu dans la Mishnah juste avant. Euh, d'après le Rambam, D'après le Rambam, notre Mishnah parle précisément du cas où l'échéance est intervenue avant Pessah. Ok. Et il y a ceux qui pensent que même si l'échéance n'a eu lieu qu'après Pessah, de toute manière, puisqu'il ne lui a pas remboursé, donc le Hametz avec effet rétroactif, il a appartenu aux non-juifs au moment de l'emprunt, au moment du prêt, avant Pessah, et c'est pour ça que c'est permis à la Hana. Ok, la symétrie, Ve Israël chez Hilva et Anochi, et lorsque c'est le juif qui prête de l'argent aux non-juifs, al Hametzo, sur le Hametz du non-juif, c'est-à-dire maintenant cette fois-ci c'est le juif qui se retrouve dépositaire de ce Hametz comme gage qui est censé assurer son prêt. Et même deal, si tu ne me rembourses pas, à toi le non-juif, eh bien ce Hametz que je prends en gage, il sera considéré comme m'appartenant dès à présent. Achara Pessah, Chassour Be'ana. Après Pessah, qui sera interdit au profit ce Hametz, si au moment du remboursement, n'a pas payé, puisque ça déclenche cette rétroactivité de propriété avant Pessah, au moment du prêt, de ce Hametz, et donc c'est considéré comme du Hametz d'un juif, Avar Alav Pessah, qui est resté dans la propriété du juif pendant Pessah. Hametz Shenafla Alav Mapolet, du Hametz sur lequel s'est effondré, voilà, est tombé, il y a eu un effondrement. On parle avant Pessah. Il y a une bâtisse qui s'est effondrée, il y a un mur qui s'est écroulé, et c'est tombé sur du Hametz. C'est quoi ma Paulette? Mapolette, c'est un éboulement. L'ipole, tombé, Ah, je Nifila, crois que c'est chez une Nafla chute. et chez Nafla. Chez Nafla qui est tombé. Nafla Mapolette. En hébreu, Et très je- souvent, voilà, en je- hébreu, très souvent, vous avez le Non, mais doublement si vous voulez parler un peu, je du peux. verbe. Quoi, Jonathan? Ah, pardon, pardon. Il y a un truc. Très souvent, vous avez le verbe avec le nom ou l'adjectif comme ça. Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, Oui, mais il la a, Rachid euh, demande. il a potagé un potage. D'accord? Allo na allé. Bon, ça, c'est des redondances, c'est un peu différent. Qu'est-ce que tu dis? La Rachid demande, j'adore pourquoi c'est répété. Non, 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 c'est la formulation. C'est la formulation. C'est la formulation. Alors, Chametz Shenafla Alav Mapolet. Donc, du Chametz sur lequel il y a un éboulement donc, c'est effondré, un mur, enfin bref. Vous comprenez que le Chametz, il est en principe plus inaccessible dans ces conditions-là. Adrou Kimvoar, il est considéré comme étant détruit, et donc il n'y a pas besoin d'entreprendre, de soulever tous ces débris, de tout retirer pour le détruire. Il est considéré de facto comme étant détruit. De toute manière, la Gemara précisera qu'il faudra quand même l'intégrer dans le bitoul que l'on fait. Donc le bitoul, on reviendra sur cette notion évidemment, d'accord, où on annule, entre guillemets, le chametz qui serait en notre possession, de peur que ce tas de pierres il soit retiré durant Pessah, et que si donc ce chametz il est mis à découvert, alors on serait à nouveau propriétaire, euh, et donc on transgresserait Balire Balimatse. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Rabbi Shimon ben Gamiel dit, Kol shen akelev yachol lechapes acharav. Rabbi Shimon ben Gamiel dit, ce cas où on est dispensé donc de détruire et d'aller rechercher le chametz lorsque il se retrouve recouvert par un mini éboulement, c'est lorsque même le chien ne peut pas rechercher ce chametz, c'est-à-dire accéder à ce chametz. D'après le Rambam, Rabban Shimon ben Gamiel n'est pas en marloquette avec Tanakama, avec la première opinion. Rabban Shimon ben Gamiel ne fait qu'expliquer ce qui a été dit par Tanakama. Mishnah suivante. Alors, la Mishnah suivante, je fais une petite introduction parce que c'est des notions un peu plus, qui sont un peu nouvelles peut-être. Alors, la Mishnah dans Trumot rapporte que celui qui consomme de la trouma. Donc trouma, vous vous rappelez, c'est le prélèvement qui est propriété du Kohen, interdiction à la consommation pour un non Kohen. Celui qui mange de la trouma, béshogeg.
involontairement. Ok, il ne savait pas que c'était de la trouma, il ne savait pas que c'était interdit de manger la trouma. On parle d'un Israël évidemment. Il doit payer keren vechomesh, la somme de ce qu'il a consommé, de cette trouma-là, avec une espèce d'amende de 1/5. Ok, on voit ça dans la Torah, c'est un peu dans la Torah. Et comment est-ce qu'il paye? Alors, la Mishnah dit qu'il paye choulin metukanim. Il doit payer avec ce qui est chol, mais VM Naasim Trouma, qui sont aptes à devenir de la Trouma. C'est-à-dire, il va rembourser avec des denrées, ok, avec ce qui se mange. Il peut faire office de Trouma. C'est-à-dire qu'il ne paye pas de l'argent, mais il paye des pérotes, il paiera les fruits. Il paiera les fruits ou les céréales en question. Et ce paiement-là, hein, il devient, enfin ce paiement-là, donc ce moyen de paiement en nature, il va lui-même devenir trouma, et donc dans la propriété et pour la consommation du Kohen. Parce que c'est marqué dans la Torah que celui qui mange la trouma beshogeg, il est marqué Venatan la Kohen et à Kodesh, il donnera au Kohen le Kodesh, c'est-à-dire ce qui est apte à devenir Kodesh. C'est pas l'argent qui va devenir Kodesh. D'accord? C'est les pérodes qu'il lui donne et qui seront eux-mêmes concernés par cette doucha de Trouma. Donc notre Mishnah, ça qu'on va voir maintenant, va s'intéresser à un non-Kohen, un Israël, ou même un Lévi, hein, tu me diras, qui mangerait une Trouma qui est Chametz pendant Pessah. Donc il y a un double problème, hein. Il y a un double problème. C'était Romain qui n'est pas pour lui. Exactement. Est-ce que celui-là, il est chayav de payer? Pourquoi est-ce qu'il serait prêt de payer Bichla de toute manière? Ben, on va voir ça tout de suite dans la Mishnah, mais l'idée, peut-être intuitivement, vous la comprenez déjà. C'est que le Chametz à Pessah, ben, ça vaut rien, puisque c'est Pessah. Ok? Alors, voyons la Mishnah. Haochel Troumat Chametz va Pessah. Celui qui mange une Troumat Chametz à Pessah, ouais, Mais il n'y a pas l'histoire de. Dans cette projet-là, il n'y a pas l'histoire de jour double. Là, il a une peine de manger le tramès déjà. c'est la peine? Oui. Ah, tu vois, de cumul de peine, tu veux Ouais. dire? Alors, regarde. Euh, euh, bon, ça dépend. Il faut que ce soit Bémézide pour qu'il y ait la peine déjà. D'accord, voilà. Il faut que ce soit Bémézide. C'est vrai que toi, tu relèves la question. S'il consomme Bémézide et que c'est quoi le problème? Il a mangé, il a volé la trouma ou la trouma, il n'a pas forcément volé. Il a pu la prélever quand elle est encore à lui, avant qu'il l'a attribuée à quel Cohen que ce soit. Donc on n'est pas dans un problème où il y a un cumul forcément de mammon, d'argent, d'accord? Je dois de l'argent, j'ai volé quelque chose, et un karet par rapport à la consommation de Hametz, ok? Ça se cumule pas. Comment? Ça se cumule pas, ça. On a Tu cumules le pas. karet, vous vous rappelez que on avait vu pire que ça on avait vu pire que ça, vous vous rappelez dans la, la première Mishnah du dernier Pérec de Makot, que karet, à l'exception de Rabbi Yitzhak qui pensait que c'était exclusif, le karet il pouvait même se cumuler avec Malkout. Vous vous rappelez? Donc, il y a un principe. Kol Ameshalem et no loqué. Tout celui qui paye n'est pas loqué, en principe, hein, c'est le principe qui est retenu. Donc, s'il s'agissait d'un vol de Trouma, euh, mais là, il n'y a même pas de malcoute parce que la consommation, la, la consommation de la Trouma en temps classique, euh, par quoi elle est sanctionnée? Non, c'est Mitabi des Shamaïm. C'est Mitabi des Shamaïm. Ça n'empêche pas, remarquez, cela dit, non, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi un rive de karet. Ça n'empêche qu'il y ait aussi un rive de karet. Il faut voir s'il y a un rive de karet sur la consommation de la Trouma. Il me semble, si, si. Ma- C'était débattu dans l'Agmara, oui, quelque part. Zadon, En Ben, c'était là. Voilà, mais c'était là. C'était là. Voilà, c'était l'extrait de Mishnah de Megillah qui était rapporté aussi là-bas dans l'Agmara, à la fin du troisième pérec. Non, mais c'est le début là. En Ben, il n'y a de différence entre euh, Shabbat et Kippour que celui-là, le Zadon, le Bémézid, c'est Bidé Adam, le Kippour, c'est Bekaret. Bon, bref. Alors, revenons à notre le cas là, qui nous intéresse pour l'instant.
celui qui consomme la trouma trametz à Pessah, on parle d'un cas, voilà, on ne va pas rentrer dans le cas problématique où il y aurait des cumuls, etc. Il aurait volé, non. Il a été mafriche de la trouma, il l'a mis de côté de la trouma, comme il doit le faire, il a bien fait. Et cette trouma-là, elle est devenue chametz pendant Pessah, ou bien il aurait prélevé de la chametz, il aurait prélevé de la trouma, qui est déjà chametz, du chametz, avant Pessah, et donc on est pendant Pessah. Quoi qu'il en soit, il y a de la trouma qui a été prélevée de la part d'Israël, qui se doit donc de la donner à un Kohen. Cette trouma, elle est chametz pendant Pessah. Il mange cette trouma trametz pendant Pessah, béchogeg, donc involontairement, d'accord? Il la mange pas en connaissance de cause. Il savait pas, il avait oublié que c'était de la trouma, ou il savait pas que c'était, ou il savait pas que c'était du chametz. Dans un tel cas, puisqu'il était béchogeg, donc ça correspond à ce que je vous ai dit dans l'introduction, Meshalem Keren Vachomesh. Il doit payer le Keren, la valeur de cette trouma, plus le 1/5 de la valeur, comme le din qu'on a rapporté au tout début, d'un non-Kohen qui consomme de la trouma Beshogeg. Alors, bien que le Hametz à Pessah, il soit interdit Be'ana'a, et que, comme je vous l'ai dit juste au début, il vaut rien, il n'a pas de valeur. Durant Pessah, ça n'a pas de valeur. De toute manière, il est chayav de payer. Ben non. Pourquoi je suis rave de payer si ça vaut rien? Je ne suis rave de payer que ce qui a une valeur. Si ce que j'ai volé ne vaut rien, si c'est du vent, c'est du vent. Pourquoi est-ce que je dois payer? Parce que, et c'est ça le ridouche, il ne paye pas selon la valeur de la trouma qu'il a consommée, mais il paye selon la quantité. Il paye en pérote, on a dit. D'accord? Il paye des denrées. C'est pas de la valeur qu'il paye, c'est une quantité. C'est l'équivalent en quantité. On n'est pas dans un système de valeur. Vous comprenez un peu comme si on avait dissocié de façon absolue la quantité, l'entité de pérote par rapport à la valeur que ces pérotes peuvent avoir. Ok? Donc, malgré le fait que ça n'ait pas de valeur durant Pessah, et que si le riou était conséquent à combien je dois dédommager en termes de ce à quoi j'ai porté atteinte, à la valeur à laquelle j'ai porté atteinte, là, en effet, il n'aurait rien payé. Mais ce n'est pas une valeur qu'il est censé euh, rembourser, c'est une mesure, c'est une quantité. Et donc là, il est tenu, la quantité, elle est là. Bémézide, s'il a consommé cette, cette trouma bémézide, donc en connaissance de cause, il a consommé cette trouma tramet pendant Pessah bémézide. Alors, attention, sur quoi porte le méside? Sur le fait que c'est de la trouma, même s'il était béchogeg dans le chametz. Ouais, parce que la réparation de trouma, quand j'ai mangé de la trouma, ça n'est que lorsque je l'ai consommé béchogeg. Si je l'ai consommé bémézide, cette trouma, je sais que c'est de la trouma, je sais que je suis pas Cohen et que j'ai pas le droit de manger cette trouma et que j'ai mangé cette trouma, et bien dans un tel cas, patour mitashloumim, dit la Mishnah, il est patour, il est quitte de paiement. Pourquoi? Parce que celui qui mange la trouma bémézide, il a un statut de voleur, ok? C'est pas lui, là c'est du vol. Et donc il est patour de ce chomesh, de cette amende, ce 1/5 supplémentaire, qui, entre guillemets, le paradoxe, ne bénéficie en tant qu'expiation qu'à celui qui a consommé Béchogeg. Et comme il est chayav de payer cette fois-ci, puisque c'est un voleur, il est chayav de payer quoi? Ben, ce que ça vaut, ce à quoi il a porté atteinte, la valeur. Or, la valeur, or le chametz à Pessar, ça vaut rien, ça vaut zéro, puisqu'il est interdit à tout profit. Par conséquent, il est pas tour de payer, tout aussi paradoxal que ça puisse sembler. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est ton fils qui étudie Yvamot actuellement? Non, pas, non. D'accord, ok. Parce que, d'accord. Ou midme et tsim, et il est également patour. Regardez, il est même patour de dme et tsim. Il est même patour de la valeur que la quantité de trouma qui a été consommée, elle aurait eu au titre de dme et tsim, la valeur des bois, la valeur que ça a en termes de, ne serait-ce qu'en termes de combustible. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que même si cette trouma-là, elle était apte à servir de combustible pour le four, il n'est pas tour de payer cette valeur-là, parce que le Hametz à Pessah, il est interdit à tout profit, comme on l'a dit. Donc même le moindre profit, même le profit le plus insignifiant, le profit de te servir de cette trouma comme combustible,
il est quand même inférieur au profit que tu en aurais eu en les consommant. D'accord? Plus la denrée elle est précieuse et plus la consommation elle est importante et elle est estimée comme étant valant cher. Euh, du bois ou que tu brûles des truffes, enfin, j'en sais rien, des trucs ce qui vaut cher, en termes de combustion, c'est la même, c'est la même chose. Donc même, ne serait-ce que cette petite appréciation-là, cette petite valeur de Dmeetzim, ça aurait pu servir à la combustion, même ça, hein, il n'est pas tour de payer. Euh, alors, Et du coup, c'est quoi son statut des carettes? alors, sur la consommation de Trouma, il me semble que c'est un Mita Bidé Shamaïm. Ouais, c'est un Mita Bidé Shamaïm. Bidé Shamaïm, c'est du Karet ou du Mita Bidé Shamaïm. Donc, oui, si c'est Bémézil, oui, en effet. Voilà. Et euh, il y a probablement une peine de Malkout également. Ok? Si vous avez la Hazara en tête, le lave. Euh, le Yochal, il y a un le Yochal qui doit porter sur la Trouma. Ok, il y a ceux qui expliquent que notre Mishnah vient nous enseigner que s'il a consommé une trouma tméa, une trouma qui était tméa, qui était impure, ok, qui est donc appelée à être brûlée, dans un tel cas, hein, il ne paye pas de me'etzim, il ne paye pas de me'etzim, bien qu'elle était appelée, elle était appelée à être brûlée. Donc elle aurait béhémet pu faire office de me'etzim. Parce que la trouma théora, une trouma qui est pure, elle est interdite à être utilisée comme combustible, elle n'est donnée au Cohen que pour être soit consommée, mangée, bue, si c'est une boisson, ou même les sikhas, même enduite, si ça s'y prête. Ce qui n'est pas le cas d'une trouma tméa, d'une trouma qui est impure, que le Cohen est autorisé à la brûler pour faire, voilà, s'en servir en tant que combustible. Et bien dans un tel cas, s'il a consommé une trouma tméa, il ne paiera pas de toute manière, même de médecine, il ne paiera pas. Par contre, une trouma trametz à Pessah, qui n'est pas apte à être brûlée, à faire office de combustible, donc là, le Kohen n'a rien perdu, puisqu'elle ne pouvait pas être brûlée de toute manière. C'est une trouma de trametz. Elle est pure, c'est une trouma trametz, Pessah. Le Kohen ne peut pas s'en servir en tant que combustible, donc de toute manière, il n'a rien perdu. C'est pour ça qu'il n'est pas tour, celui qui l'a consommé, même de payer la valeur que ça aurait eu en termes de combustible. Mishnah suivante, Mishnah He. Euh, Mishnah He, ouais. Là, on va voir à partir, qu'est-ce qui rend une matzah kshera? C'est quoi une matzah qui est kshera? Ok? Bon, c'est marqué dans la Torah, vous le savez, que le jour du 14 au soir, la formulation est un peu bizarre. Le jour du 14 au soir, c'est donc le 15, quoi. Il faut manger des matzot, quoi. Ouais. Donc, il y a la mitzvah de consommer de la matzah la première nuit de Pessah. Et donc, la Mishnah va recenser quels sont les matzot, quels sont les composants, les ingrédients qui rendent une matzah kshera. Elu dvarim she'adam yotze bahen yedei chovato ba'Pessah. Voici les choses par lesquelles un homme s'acquitte de son obligation à Pessah, donc dans sa consommation de ce kazaït de matzah qui doit être consommé. Bachitim, avec chitim, c'est le blé. Baséorim, séor, c'est l'orge. Bakousmin, vous achetez le kousmin en Israël, l'épeautre, parce que Stan adore. Ou va chiffon, chiffon c'est le seigle. Ou beshibolet choual, c'est ce que mangent les chevaux là, l'avoine. D'accord, et avec l'avoine. Donc c'est les 5 céréales en fait. D'accord, ce sont les 5 céréales dont la pâte devient chametz, peut devenir chametz. C'est ce avec quoi on fait du pain. Ok. Et donc, si on n'est pas vigilant, bah, ça va devenir chametz. Et ce sont donc les 5 ingrédients composants de base qui sont aptes, cachers pour une matzah. Pourquoi ce sont ces 5 ingrédients-là? Parce que c'est marqué dans la Torah. Le apprend que ce qui est marqué dans la Torah, Lo tochal alav chametz shivat yamim tochal alav matzot. Tu ne mangeras pas donc du chametz durant les 7 jours, mais tu mangeras des matzot. Les Khamim, ils font la dracha hein, que n'est cachère au titre de matzah hein, que ce qui potentiellement peut arriver au chimoutz, à devenir chametz.
à fermenter, et fermenter, c'est-à-dire basculer dans la catégorie de Chametz. C'est que vous comprenez que euh, toutes les chumrot qu'on fait à Pessah, ok, sur un tas de choses, en fait, là, le plus grand risque de Chametz durant Pessah, c'est la matzah. Ok? C'est-à-dire toutes les chumrot, là, vous savez que c'est très intéressant parce que il y avait un, il y avait un organisme, il y a 50 000 organismes qui organisent des Pessah, il y avait un organisme où on est dans la surenchère de combien nous on est vigilants et combien on fait mieux et plus. Aujourd'hui, tous les organismes, ils ont tous décidé de ne pas faire de kitniot. C'est-à-dire que kitniot, il y a, il y a 5, 7 siècles, je ne sais plus, ça n'existait nulle part dans le peuple d'Israël. Les Ashkénazim, c'est nouveau. Les kitniot ont été installés, ça a été une nouveauté, ça remonte à quelques siècles. Ok. Mais là, dans tous les organismes, il n'y a pas de kitniot. Voilà, on est. Ok, ok. Et un organisme qui faisait en bandeau publicitaire avec des chumrot qui n'ont jamais vu le jour, qui n'avaient encore jamais vu le jour. C'est-à-dire qu'il y a pas de limite à l'absurde. Des chumrot qui n'avaient jamais existé. On a élevé des chumrot. Waouh! Ils ont besoin d'avoir des Kol Ashkénazes hakavod. dans les Je vois pas ce qu'il Hein? Ils ont besoin d'avoir des Ashkénazes dans les séjours. Les Ashkénazes, ils Non, mangent non, bien, non, ça mais commence avec les Tunisiens, tu vois, dans les. non, 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 non. Ouais, après ça, Ils sont tous mieux que tous les en effet, Ashkénazes. après tu dis, ok, peut-être éviter toutes les kitniotes pour que les Ashkenazim aussi puissent en profiter. Bien que c'est un truc, bon, on va pas faire de. Je suis enregistré donc je peux pas tout dire. Mais, euh, mais les kitniotes, non, c'est une vraie question qui se pose, quoi. La, 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 l'actualité en Israël aujourd'hui, je parle pas chez les Haredim évidemment, pour lesquels Chodosh Osur Minateire, tout ce qui est nouveau, c'est Asur Minatora. Mais c'est Asur Minatora, hein, le nouveau, mais même si ça a été nouveau à un moment donné, mais maintenant que c'est là, c'est Asur Minatora de bouger. Mais pour beaucoup de Bnei Torah, de Shomer Mitzvot en Israël, Ashkenaz, je parle, ont abandonné les Kitniot. Ok, bon, c'est un sujet, ouais. Bon, c'est un sujet à traiter en soi. Quoi qu'il en soit, voici quelles sont les 5 donc céréales. Ce sont les 5 céréales qui permettent de faire une matzah kshera. Veyotsin bidmai. Et on est acquitté avec le badmai, avec le dmaï. Le dmaï, vous vous rappelez, c'est quoi le dmaï? Le dmaï, vous connaissez. Le dmaï, c'est une récolte de laquelle on ne sait pas si les prélèvements ont été réalisés ou pas. Ok? C'est la contraction des deux mots da-maï. Ça, c'est quoi? Ok? Cette récolte-là, on ne sait pas, il y a un doute. Donc, tu vois une récolte qui a été prise chez un Hamaharetz. Un Hamaharetz, donc c'est quelqu'un qui est ignorant de la Torah, et donc il est chachoud à la Maaser. Il est suspicieux, il est sujet à suspicion concernant les prélèvements. Je vous ai rapporté quand on avait parlé de ça déjà que le Chazon Ish dit qu'aujourd'hui il y a plus le din de Dmaï. Parce que quand Chachamim, à l'époque de la Mishnah, d'Agmara, il parle du Hamaharetz qui est Rachoud, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas, hein. Aujourd'hui, le Hamaharetz, on sait très bien qu'il n'a pas prélevé. D'accord, si jamais tu vas prendre directement du producteur. Alors, dans un cas de récolte qui a ce statut de Dmaï, on est pour autant acquitté, bien que les Khamim aient interdit de consommer le Dmaï et qu'il est nécessaire de prélever misafek, ok. De toute manière, on est acquitté si on consomme une matzah qui a été obtenue à partir de Dmaï. Pourquoi? Parce que, puisqu'elle est permise à la consommation par les pauvres, c'est une Mishnah dans Dmaï, alors potentiellement, chacun peut se défaire de ce qu'il possède et se retrouver en situation de pauvre lui aussi. Et par conséquent, hein, il est également, au regard de cette potentialité-là, il est lui aussi acquitté s'il a consommé une matzah qui provient de Dmaï. Mais on avance. Il y a à dire là-dessus, mais bon, on avance. Ubemaaser rishon shenitla trumato. Et ainsi en est-il. On est aussi acquitté si la matzah, elle a été fabriquée à partir du maaser rishon chez Nitla Trumato, duquel la Trouma a été prélevée. Ça aussi, c'est des notions que vous connaissez, Rabotage, je vais simplement vous rafraîchir la mémoire, mais c'est des notions que vous connaissez. Vous vous rappelez que dans une récolte, il y a les prélèvements qui viennent un peu en cascade
Sur la récolte, il y a ce qu'on appelle Trouma Gdola, d'accord? C'est Minatora, tu prends un grain de ta récolte, c'est bon, tu as accompli le minimum légal, Trouma Gdola, la Trouma Gdola. Ça va au Kohen. Les Chachamim, ils sont venus encadrer, ce que vous connaissez. Entre quoi? Non, non, non. Ils ont ce premier prélèvement Trouma Gdola, hein, les Chachamim sont venus encadrer en disant celui qui est généreux, un quarantième, celui qui est pas généreux, un soixantième, et le moyen, c'est un cinquantième, d'accord, 2%. Après cette Trouma Gdola, hein, il y a, comme son nom l'indique, le premier Maaser, Maaser Rishon. Ce Maaser Rishon-là, il va au Lévi. Et de ce Maaser Rishon-là qui va au Lévi, le Lévi, il doit lui-même prélever 10% de ce Maaser Rishon-là qui va donner au Kohen. Ok. Maintenant, ce qui reste chez ce Lévi-là, tu peux le manger toi aussi. Toi, le Israël, tu peux le manger toi aussi. Ok. Donc, ça y est, c'est bon, ça c'est ça, c'est ça. C'est le Maaser Rishon duquel la Troumat Maaser, hein, qui va au Kohen a été prélevé. Donc, le Maaser Rishon duquel, et après, dans la suite, selon les années, ça va être le Maaser Sheni qui va être consommé à Jérusalem. L'année 3 et 6 de la Shemitah, ça va être le Maaser Ani qui va supplanter le Maaser Sheni, etc. Donc ce Maaser Rishon, là, ce premier Maaser, d'accord, qui est donné au Lévi, duquel la Trouma, qui est elle donnée donc au Kohen, a été prélevée, même si, même si la Trouma Gdola de ce Maaser Rishon, duquel on a prélevé Troumat Maaser, c'est un Maaser Rishon qui provient d'une récolte pour laquelle la Trouma Gdola, c'est par laquelle on commence seulement, n'a pas été prélevée. Ok. Comment c'est possible? Ben, le Lévi, il a pris son Maaser dans les épis avant que le type il ait fait Trouma et donné au Kohen. C'est-à-dire en fait avant que la récolte n'ait été concernée par l'obligation de Trouma. Que dans un tel cas, Béhémet, le Lévi, il n'est pas tour de prélever la Trouma Gdola, parce que c'était encore à l'état des épis, c'était encore les épis, okay, avant que la récolte elle ait été toute étalée, euh, euh, rassemblée, étalée, etc. À partir du moment où commence donc l'obligation de prélever la Trouma Gdola, c'est marqué au sujet du Maaser Rishon dans la Torah. Va'aremotem mimenu trumat Hashem maaser mina maaser. Et donc vous prélèverez de lui, de cette récolte, la trumat Hashem maaser mina maaser, un dixième du dixième, puisque le Maaser Rishon, c'est le dixième de ce qu'il te reste de ta récolte, après que la Trouma Gdola ait été prélevée, en principe. Et de ces 10%-là, le Lévi doit donner 10% au Kohen. Maaser mina maaser, vélo Troumat, et non pas Trouma Gdola, et Troumat Maaser mina maaser. Euh, euh, donc, ouais, je reprends l'explication du Kehati. Donc, le Maaser Rishon, duquel la Troumat Maaser, ce qui doit revenir au Kohen, ce que le Lévi a récupéré, en ayant retiré la partie qu'il doit donner au Kohen, eh bien, ce qu'il en reste peut faire office de matzah, ça sera valable, on est acquitté, malgré le fait que ça provient d'une récolte de laquelle la Trouma Gdola, le premier prélèvement normalement, qui doit être prélevé, ne l'a pas été. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas de figure où la Trouma Gdola n'était pas encore d'actualité sur cette récolte. C'est quoi? C'est lorsque le Lévi, qui a donc récupéré ce Maaser Rishon-là, il s'est servi de façon anticipée avant qu'on soit en présence de la récolte dans son état où elle est euh, concernée par l'obligation de Trouma Gdola. Allez, je veux dire, on sortira ça. Donc on est acquitté également. Ubema Sercheni Veegdesh Shenifdu. Et on est également acquitté lorsque la matzah, elle provient du Maaser Sheni et du Hekedesh qui ont été rachetés. Alors ça aussi, c'est des notions que vous connaissez, hein. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire, mais c'est des notions que vous connaissez. Euh, le Maaser Sheni, donc dans cette ordre-là de prélèvements qui se suivent les uns les autres, le Maaser Sheni, c'est ce qui, en principe, doit être consommé à Jérusalem, ok,
Et si on veut éviter de consommer à Jérusalem, il faut racheter le Maaser Sheni, il faut le racheter. Tu transfères la Kedusha sur de l'argent, Vetzarta, Kesef, Beyadcha, et vous vous rappelez, on a vu ça dans la Gemara aussi, l'argent sur lequel le transfert il est possible, c'est de l'argent sur lequel il y a des pièces où il y a une effigie. On se pose la question, qu'en est-il à l'ère du digital, où l'argent va disparaître, quand il faudra un nouveau... et donc, le Maaser Sheni, pour être consommé sur place, pour transférer sa Kedusha, il faut le racheter. Et le Ekdesh, ce qui avait été affecté à la propriété du Ekdesh dont tu voudrais profiter, ben, il faut le racheter aussi. Tu rachètes, d'ailleurs tu payes un cinquième en plus également, et donc ça sort à nouveau dans le domaine public, on va dire. Donc le Maaser Sheni et le Ekdesh qui auraient été rachetés, on a le droit de racheter donc le Maaser Sheni avec cet argent qu'on va monter. Vous vous rappelez, on monte cet argent à Jérusalem, et ce qu'on va acheter comme denrée à Jérusalem va être consommé à Jérusalem. Et donc, ce Maaser Sheni pourrait être consommé là où on est, à n'importe quel endroit d'Israël. Tout ce qui a été consacré donc au Ekdesh peut également faire l'objet de rachat sur de l'argent, et ça devient donc Choulin. Cependant, celui qui rachète le Maaser Sheni, qui rachète son Maaser Sheni ou son Ekdesh, ouais, ça c'est comme je vous ai dit, ok, d'accord, il doit rajouter un cinquième, ok, ça on l'a vu. Et donc notre Mishnah, ce qu'elle nous apprend ici, c'est que le Maaser Sheni et le Ekdesh qui ont été rachetés par les propriétaires, bien qu'il n'ait pas rajouté le Chomesh, bien qu'il n'ait pas rajouté ce 1/5, cette espèce de taxe du rachat, quoi? Ouais. Ils sont acquittés en consommant cette récolte, en consommant une matzah qui aurait été donc produite à partir de ce Maaser Sheni ou de ce Ekdesh qui a été racheté, sans pour autant que le cinquième ait été payé. Ils sont de toute manière acquittés de leur mitzvah, donc le chomesh, ce 1/5 là, ce 20% là, la TVA, t'as raison, il est pas meakev, il ne va pas empêcher l'accomplissement de la mitzvah. Ok. Voilà, donc autre chidouche de la Mishnah. On continue. Vea Kohanim, et les Kohanim sont acquittés de leur obligation de matzah, bachala, en consommant au titre de matzah, la chala. La chala, c'est quoi? C'est ce qu'on prélève. La chala, vous connaissez la chala, c'est la partie qui est prélevée et qui est donnée au Kohen. Aujourd'hui, on la brûle. D'accord? La chala, les femmes les brûlent. Parce que voilà, il n'y a pas de Kohen qui décède, il n'y en a pas dans le. Uba Trouma, et avec la Trouma, si ils fabriquent leur matzah à partir de Trouma, alors dans la Gemara, on explique que notre Mishnah vient nous faire entendre que bien que la Challah et la Trouma ne soient pas. C'est quoi le chidouche? Apparemment, c'est évident. Bah oui, si tu fais ta matzah, tes Kohen, à partir de ces céréales qui sont données au titre de Challah ou de Trouma, Mazemeshane, qu'est-ce que ça peut bien faire? Évidemment, il est quoi? Il a d'en manger. C'est le même aliment, c'est le même ingrédient, c'est la même confection. Donc, quel est le chidouche? Le chidouche, c'est que malgré le fait que la trouma et la matzah ne soient pas aptes à tout le monde, puisqu'elle est interdite au non-Cohen, de toute manière, les Kohanim sont acquittés de leur obligation. Ok? C'est quelque chose qui est spécifique à eux, que eux seuls sont en état de pouvoir consommer, et c'est interdit pour le reste du monde. Ça n'empêche pas que la mitzvah, elle soit réalisée, les concernant. Bokertov docteur, Ava loba tevel, mais pas avec le tevel. Le tevel, c'est la récolte où, de façon certaine, on n'a pas réalisé les prélèvements, donc on n'est pas acquitté de l'obligation de la matzah si elle a été confectionnée à partir d'une récolte tevel, récolte de laquelle n'ont pas été prélevés donc les trumot et masrot. Là, c'est un vrai issour. Et dans la Gemara, on rapporte que même si c'est un tevel dérabanan simplement, on n'est pas acquitté. Les Khamim, ils ont bloqué. Ils ont fait en sorte qu'on n'est pas acquitté de la mitzvah, même si le issour n'est que dérabanan. Comme vous me dites, c'est quoi un tevel dérabanan? Un tevel dérabanan, c'est par exemple celui qui plante dans un pot qui n'est pas percé. Un pot qui n'est donc pas dans la terre, ok, et qui n'est pas percé. C'est la souga qu'on appelle, ce qu'on appelle le hatzitz, akouv, hatzitz, chez non akouv. D'accord, bon, on en parlera quand on sera là-dessus. Vélo maaser rishon, shoneta troumato, ni avec le maaser rishon, duquel la trouma
n'a pas été prélevé, le Maaser Rishon, donc la partie qui revient en Lévi, mais de laquelle il n'aurait pas prélevé ces 10% là, les 10% là-dessus, sur ce qu'il a reçu, et donné au Kohen, dans la Gemara, on explique qu'il est inutile de dire que le Maaser Rishon duquel la Troumat Maaser n'a pas été prélevée, on n'est pas acquitté, puisque c'est un statut de Tevel. D'accord? C'est ce qu'on vient de dire juste avant. La récolte, ou de façon certaine, un prélèvement nécessaire n'a pas été réalisé, bah, c'est un statut de Tevel. Donc quand tu vas me dire, après m'avoir dit explicitement qu'avec le Tevel, tu n'es pas acquitté, et que tu viens me dire ensuite, et tu sais quoi, hein, le Maaser Rishon, duquel la Troumat Maaser, donc le Maaser Rishon que le Lévi récupère, duquel il doit donner 10% au Cohen, d'accord? Et qu'il n'a pas donné. Ah, on n'est pas Yotse. Bah oui, merci, on vient de le dire, c'est du Tevel, et c'est du Tevel au regard de ce Troumat Maaser qui aurait dû être prélevé, qui ne l'a pas été. Donc, je n'ai pas besoin de me le dire. Seulement, hein, l'intention de la Mishnah, c'est quoi? C'est que n'a pas été prise la Trouma Gdola de cette récolte. Par exemple, après qu'on ait étalé, c'est ce que je vous dis, hein, le moment, la récolte, elle est concernée par la nécessité de Trouma Gdola hein, qu'à partir d'un certain stade. Quand on a donc étalé la récolte dans la grange, c'est là où le chiyuv commence, le chiyuv de Trouma, l'obligation de Trouma, c'est à ce moment-là où il se pose, pas avant, pas en amont, et que le Lévi, donc, il aurait précédé de prendre son maaser Rishon, avant que les propriétaires n'aient prélevé la Trouma Gdola, donc le 1/50, là, pour la mesure moyenne, et bien dans un tel cas, hein, le Lévi est chayav de prélever de son maaser, pas uniquement Troumat maaser, pas ce qu'il prélève normalement du maaser Rishon qu'il reçoit et duquel il doit donner 10% au Kohen, mais il doit même donner la Trouma Gdola. Même la Trouma Gdola, il doit la donner de cette partie, de ce maaser Rishon. Et tant qu'il n'a pas prélevé la Trouma Gdola, ça a un statut de Tevel et c'est interdit à la consommation. Ok? Dans les mots de la Mishnah, c'est un peu acrobatique de faire rentrer, mais c'est ce que la Gemara explique comme étant la kavana de la Mishnah. Sinon, c'est d'une évidence dérangeante, ce que la Mishnah dit. Velo bema sercheni vegdesh shelonivdu. Et on n'est pas non plus acquitté de la matzah avec le maaser sheni ou le ekdesh qui n'aurait pas été racheté, ok, qui n'aurait pas été racheté, c'est-à-dire même s'ils ont été rachetés, mais qui n'auraient pas été rachetés correctement au regard de la halacha, par exemple, un maaser sheni qu'on aurait acheté, mais pas bien racheté, c'est quoi pas bien racheté par exemple? Chazak, exactement. Puisque la Torah, il y a cette espèce de xerat hakatuv, que le rachat du maaser sheni ne peut se faire que sur une pièce où il y a une effigie, vetsarta, la tsura, faut qu'il y ait l'effigie, la forme. Et un ekdesh qu'on aurait profané al gabé karka sur en équivalent avec de l'immobilier plutôt que de l'argent. Le maaser sheni et le ekdesh sont donc interdits à la consommation. Et tous ces interdits-là, on n'est pas acquitté de l'obligation de batsa parce que on est dans une situation de mitzvah aba'a ba'avera, une mitzvah qui serait réalisée au moyen d'une avera. Dans le Yerushalmi, c'est une très jolie phrase du Yerushalmi, dans le Yerushalmi, c'est rapporté Ele ha-mitzvot, voici les mitzvot, imasiyatan ike mitzvatan, hare en mitzvah, ve'im lav enan mitzvah. Si leur accomplissement est selon leur ordonnance, selon leur mitzvah, selon leur commandement, la façon dont ils ont été ordonnés, ce sont des mitzvot. Mais si elles ne sont pas selon la mitzvah, hein, mais sinon ce ne sont pas des mitzvot. D'accord? C'est pas faire à tout prix n'importe comment. Il faut faire bien. Si tu fais pas bien, t'as rien fait. Allez, rapidement, je finis la Mishnah. Chalot Toda, pour Kike Nazir. Alors, Chalot Toda, dans le Korban Toda, une catégorie de Korban, le Korban Toda, Korban de remerciement. Il y a marqué dans la Torah, Veikri Valzeva Toda, Chalot Matzot, Bilot Bashemen, ou Kike Matzot Nishri Bashemen. Lorsqu'on fait un Korban Toda, c'est accompagné de Chalot Matzot, Belulot Bashemen, qui sont aussi, vous savez, dans l'huile, les espèces de fritures, et Kike Matzot Nishri Bashemen. Ces différentes préparations de menachot, d'accord, dans les différentes formes d'ustensiles dans lesquelles on fait des espèces de fritures, de chalot, etc., de matzot. Vesolet mourbechet chalot beot bachemen, il y a différents termes, vous verrez dans la traduction consistoriale, ce sera mieux dit que ce que je pourrais vous dire.
Donc, l'essentiel, c'est qu'avec le Korban Toda, on a porté trois, trois sortes différentes de matzot, 10 d'entre chaque catégorie, de chaque catégorie, en plus des 10 chalot de chametz. Donc, ça faisait une quantité importante, hein. Il y avait donc 10 chalot, 10 rekikim, 10 ce qu'on appelle revuchin, d'accord, c'est les espèces, oui, c'est ces mélanges de menachot, les différentes préparations d'offrandes à base de farine dans un peu d'espèces de friture dans l'huile. Euh, et au sujet du nazir, il est également écrit Veikri et korban de Lachem, Vesal matzot solet chalot de Hashemen, ou ki matzot kudshim Hashemen. Notre Mishnah nous apprend qu'avec ces chalot-là et ces matzot dont il est question, Asan le atzmo, si la personne les a confectionnés pour lui-même, c'est-à-dire pour son korban ou pour sa néziroute, puisque aussi bien lorsque l'on fait un korban toda que lorsqu'on fait un vœu de néziroute, on doit apporter ces matzot-là. Alors, s'il les a faites pour lui-même, c'est-à-dire pour son korban toda ou pour sa néziroute, en yotzin bahen, on n'est pas acquitté avec de l'obligation de matzah pour Pessah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot, la matzah qui est gardée pour la matzah, on est acquitté. En sont exclus les matzot qui auraient été faites à la base pour autre chose que la matzah. À Sanim Korbachouk, si par contre il les a confectionnés, ces matzot, pour les vendre, pour celui qui aurait besoin, ben, pour son korban toda ou pour sa néziroute, là de toute manière, Yotzin Bahen, on est acquitté, il pourrait être acquitté avec ces matzot. Ah, mais elles n'ont pas été faites pour être matzot de Pessah. Elles ont été faites pour éventuellement être vendues pour accompagner celui qui présente son korban ou qui est nazir. Mais comme il l'a fait pour vendre et que il n'est pas sûr de vendre, il n'exclut pas de s'en servir pour des matzot si jamais elle lui reste sur les bras.